Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier point météo sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est que le point météo? Eh bien, c'est un point sur le metagame compétitif de Lorcana. J'ai été faire des recherches, récupérer quelques statistiques, quelques datas, quelques decklists que je vais vous présenter pour essayer de vous donner une vision globale d'à quoi ressemble l'environnement compétitif du jeu. C'est un peu la météo du metagame. Partage, pouce bleu, abonnement si ce format vous plaît. Ça me demande pas mal de temps de recherche, pas mal de temps d'écriture et pas mal de temps de montage. Donc si jamais ces formats vous plaisent, eh bien faites-le monter, partagez-le. Donc en déroulant l'espace commentaire, je lirai évidemment tous vos commentaires. Et puis bah voilà, en partageant la vidéo, en vous abonnant, en laissant votre meilleur pouce bleu. Merci à tous. La vidéo, elle va s'articuler sur 6 points. Le premier point, c'est quoi le méta? Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est ce mot un peu barbare. D'ailleurs, on dit le méta, vous pouvez dire aussi une méta, c'est un anglicisme, il n'y a pas de vérité. Moi, je dis le metagame, vous pouvez dire une méta, mais une metagame, ça rend un peu moins bien. Au moins, c'est dit, pour tous ceux qui disent la méta, en vrai, il n'y a pas de bons mots, vous dites ce que vous voulez. Deuxième point, top des derniers tournois. On regardera quels sont les decklists qui ont été les plus performants sur les derniers tournois. Troisième point, je vous montrerai les decks qui, à mon sens, font partie et composent le tier 1 du format, parce que dans le metagame et dans le format, on peut classer les différents decks en différents tiers en fonction de leur puissance ou de leur représentation. Au niveau 4, le quatrième point, on parlera de l'équilibre de la fameuse trinité qui s'est mis en place dans ce metagame du chapitre 2. Cinquième point, un peu de data sur Pixelborn. Et sixième point, le point exotique, parce que c'est toujours intéressant d'aller renouveler un petit peu ses perspectives, sortir des fois du metagame pour aller regarder des decks un peu plus sucrés, un peu plus exotiques et notamment prendre du plaisir aussi, parce que c'est ça l'Orcana, c'est aussi un maximum de fun. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le méta? L'idée ici, ça va pas être forcément de rentrer en détail, mais plutôt de vulgariser, de vous faire comprendre ce dont on parle quand on parle de metagame. Le metagame, c'est l'environnement du jeu, l'ensemble des decks que vous allez rencontrer ou affronter lorsque vous faites un tournoi. Donc globalement, connaître le metagame, c'est anticiper au mieux ce qui va se passer pendant votre tournoi. C'est-à-dire que si vous choisissez un deck, eh bien, il faut que votre deck il fasse partie du metagame ou qu'alors il soit capable de se battre contre les decks du metagame. Donc les decks attendus à votre tournoi. Ce sont tous des decks, les decks du metagame, qui ont entre guillemets un espèce de consensus compétitif où l'ensemble de la communauté s'accorde à dire que ces decks-là sont puissants. Je pense notamment actuellement à Ruby Amethyst Boons, dont on parlera plus tard, ou à Humber Steel Song. C'est beaucoup plus simple de préparer un tournoi en jouant un deck du metagame, parce que pour le coup, il y a le hive mind, la conscience collective qui a établi que le deck était puissant, et avec donc du coup un échantillon de game très large et varié, plutôt que de dire, bah, moi je vais jouer un deck qui se bat contre le metagame, parce que finalement, si tu es le seul à jouer ton deck, il n'y aura pas de consensus compétitif sur ton deck, puisque tu seras le seul à le jouer, et donc du coup, ton échantillon de game, il sera forcément un peu trop faible pour entre guillemets, vérifier à quel point ton deck il est bon. Donc voilà, globalement, si tu es seul dans ton coin à jouer un deck et que tu bats l'entièreté du format, c'est très bien, mais ton deck ne fait quand même pas partie du metagame dès lors qu'il n'a pas eu un échantillon de game assez large et varié. Voilà, parce que de toute façon, ton deck ne sera pas attendu, les gens ne vont pas se préparer contre. Le metagame, c'est l'environnement dans lequel tu vas jouer. Au moins, ça vous donne les clés de compréhension pour comprendre la suite de la vidéo. Top des derniers tournois, j'ai référencé 3 tournois que j'estimais être intéressants en termes de nombre de personnes qui y ont participé. Et surtout, c'est des tournois qui ont été joués très récemment, donc on a une vision un peu plus fit d'à quoi ressemble le format, le metagame. Premier tournoi duquel j'avais envie de vous parler, le Quibbles Lorcana Win a Case Tournament. 42 players se sont affrontés. Le deck qui a remporté le tournoi, c'est Humber Steel Song, très bon deck du format. Petite surprise, en deuxième position, on a Kurt Peace avec son deck Mufasa Murder Mystery, deck vraiment étonnant, que je vais appeler moi plus sobrement Humber Ruby Midrange, qui a réussi à se placer deuxième dans un metagame plutôt cohérent avec beaucoup d'Amber Steel Song ou de Boons Ruby Amethyst. Donc peut-être que ce deck a quelque chose à proposer. On voit qu'il y a une deuxième copie qui s'est aussi placée en top 8 de Ruby Humber midrange. Donc on en reparlera peut-être dans les decks exotiques de la fin de la vidéo. Sinon pour le reste c'est assez classique, si ce n'est qu'on a beaucoup plus d'Amber Steel Song que dans les autres tops de tournoi, là où normalement c'est plutôt Ruby Amethyst qui trust l'entièreté du top 8.
Deuxième tournoi dont j'avais envie de vous parler, c'est le Deck and Dice Lorcana 1K, donc qui a vu 56 players s'affronter aux États-Unis, qui a été remporté par Purple Steel Tempo Control, qui pareil est un deck plutôt exotique, pas spécialement attendu, qui a dû favorablement se placer contre les decks les plus agressifs, mais qui finalement a réussi aussi à remporter la finale contre le deck Ruby Améthyste de John Colon. Donc plutôt intéressant aussi. Là, on a un metagame, en tout cas une diversité de decks représentés en top 8 assez large, avec aussi Ruby Saphir Control. On a Lemon Lime Hand Control, Discard, ça m'amuse beaucoup de voir ça dans un top 8. Hook Shift, pareil, qui est un deck totalement exotique, qui ne compose pas du tout le metagame actuellement. Et puis après, on a les grands classiques, Humber Steel Song et Ruby Amethyst Boot. Et enfin, si nous ne devions parler que d'un seul tournoi, celui qui, si on devait arrêter actuellement et figer une vérité absolue sur l'environnement compétitif de l'Orcana, eh bien celui qui dirait les choses, à mon avis, les plus précises, eh bien c'est le Pixelborn Constructed Tournament qui a vu 242 joueurs s'affronter sur Pixelborn. Je crois que c'est le plus gros tournoi Pixelborn qui a été joué. Et pourquoi ce deck-là entre guillemets, raconte des choses beaucoup plus pertinentes que tous les autres tournois. Eh bien déjà parce qu'il y a eu énormément de joueurs, et donc forcément à la fin, ce sont seulement les meilleurs qui sont arrivés au bout, parce qu'on voit que le top 8, lui, est assez peu diversifié, on a vraiment la crème de la crème des decklists qui sont arrivés au bout, et parce qu'en plus, le fait que le tournoi soit joué sur Pixelborn, eh bien, il n'y a absolument aucun problème d'accessibilité aux cartes, comme ça a pu être le cas sur les tournois préalables, avec, on le sait, les problèmes de stock liés à la distribution de Ravensburger. Ce tournoi-là a été remporté par Michael Ferrand, qui nous a ramené un deck Ruby Amethyst Boons, qui est le deck du format actuellement, et je pense que sa liste maintenant va faire consensus comme étant The List, la version avec laquelle il faut s'entraîner si on veut apprendre à jouer le deck. En deuxième position, on a Alex Brousseau qui lui a performé avec Humber Steel Song, peu représenté dans le top 8, mais qui reste à mon sens un excellent deck du format. Et en troisième position, et ça c'est important, on en reparlera plus tard, eh bien Stitch Lore Aggro, moi j'appelle ce deck là Hyper Rush, Humber Amethyst agressif, qui finalement tire son épingle du jeu avec la surreprésentation d'Amethyst Boons et le déclin d'Amber Steel Song. Et ben, les decks plus agressifs comme ce deck là forcément ont quelque chose à faire valoir actuellement dans le metagame. Maintenant qu'on a regardé les différents tops de tournoi, on va s'intéresser aux decks qui, d'après moi, composent le tier 1 du format. Alors, il y a plein de decks qui pourraient rentrer dedans. Moi, j'en ai décompté 3 qui, à mon sens, sont les 3 meilleurs decks si jamais vous voulez participer à un tournoi et espérer le remporter. Premier deck, sans surprise, le deck de Michael Ferrand, Boons Control, une version que vous connaissez déjà bien si vous suivez la chaîne et si vous suivez le compétitif. Donc, une version qui intègre la boucle Madame Mime et Merlin par rapport aux listes beaucoup plus contrôle du chapitre 1 en Ruby Améthyste. L'idée, c'est donc du coup de mettre en avant toute la boucle Merlin Mime qui génère de la value et du lore à distance, tout en conservant le côté très late game des decks Ruby Amethyst Control avec Maleficent et Be Prepared. On a un petit ajout d'Ursula ici qui est très bien trouvé pour retarder le lore de l'adversaire, qui finalement maintenant est capable de lorer à distance, parce qu'avant avec Ruby Amethyst Control, vous pouviez juste casser le board de votre adversaire, ensuite prendre le pas sur la partie avec vos gestions de créatures, mais maintenant c'est plus tout à fait possible. En fait, vous pouvez pas stopper la partie net, fermer le rideau comme on dit, parce que votre adversaire, s'il joue aussi la boucle Merlin, il peut lorer à distance, il peut lorer avec le Sorcerer Spellbook. Donc être capable avec vos Madame Mime de rejouer des Ursula plusieurs fois dans la game, et bien là ça peut vous donner vraiment ce qu'on appelle l'inévitabilité, et c'est là où les petites optimisations de Michael Ferrand sont assez malines. On a aussi Tiss and Ambition, le son pour deux encres qui est joué avec beaucoup de drop 1 qui ont 3 d'endurance. C'est tout à fait logique. Pour le reste, c'est du classique, hein. On a les fameuses chansons Be Prepared, Friends on the Other Side. Un seul spellbook, mais j'aime bien en avoir 2, notamment dans le Mirror pour essayer de mettre du lore à distance. Mais je pense que ça laisse la place à Ursula, qui est effectivement une très très bonne tech dans le méta actuellement. C'est la liste de laquelle vous devez partir si jamais vous voulez tester, appréhender et vous entraîner sur Ruby Amethyst Boons, je pense.
Deuxième liste dont on devait absolument parler et qui, à mon sens, compose aussi le tiers 1 du format, quand bien même elle est un peu moins représentée actuellement dans les top 8 de tournoi, eh bien c'est Humber Steel Song. Là, on a la liste de Alex Brosso qui a fini deuxième sur l'énorme tournoi Pixelborn. On a une version cette fois-ci qui n'est pas une version flûte, mais une version lanterne qui, à titre personnel, sont les meilleures versions d'Amber Steel Song. Ça te permet de rejouer les cartes de late game telles que Stitch et Cinderella. On a aussi beaucoup de cartes Beast qui sont de très très bonnes cartes pour repartir par exemple après un bi-prepare de votre adversaire. Et puis on a toutes les nouveautés que vous connaissez déjà si vous suivez un petit peu le compétitif, donc la boucle The Queen et la Cendrillon avec toutes les nouvelles chansons comme Strength of a Raging Fire and Let the Storm Rage On. On a aussi de petites optimisations assez intéressantes avec seulement 3 Grabure Sword. C'est une carte qui n'est pas très bien contre Ruby Amethyst Boons et qui ne s'ancre pas. Donc finalement, baisser un petit peu le ratio de cette carte-là pour ne pas avoir des cartes mortes dans un match-up que vous allez beaucoup affronter, c'est assez malin. Et finalement, cette carte-là, elle est bien contre les decks aggro, contre lesquels vous avez déjà un bon match-up. Et elle est très bien dans les mirrors, mais comme le deck n'est pas le plus représenté, ça fait sens de diminuer de 1 votre accès à Grabure Sword. On a toujours la boucle lanterne dans Stitch 1, dans Stitch au tour 3 qui peut chanter, et ça, c'est le genre de pattern de play qui vous fait gagner assez facilement vos parties. Donc voilà, il est un peu moins représenté, beaucoup moins dominant que lors du chapitre 1 où c'était clairement le meilleur deck et de très loin, mais ça reste pour moi un des tiers 1 du format parce que même s'il n'a pas un win rate favorable contre Ruby Amethyst Boons, déjà si vous êtes un très bon joueur, vous êtes capable quand même de vous en sortir. Et en plus de ça, il va par contre détruire tous les tiers exotiques et tous les jeux un peu trop agressifs du format. Tout en ayant accès, je le rappelle, à la meilleure carte du jeu actuellement, notre ami A Whole New World. Et enfin, et je pense que ça va en surprendre plus d'un, je pense que ce deck-là, Hyper Rush Aggro Humber Amethyst, fait également partie du tiers 1 du format. Un deck base très agressif qui va jouer 15 drop 1 pour essayer de prendre un maximum de l'or dès le début de la partie. Une fois que votre adversaire va stabiliser, on va essayer de tuer à distance avec notamment les Merlin Chèvres qu'on va reprendre dans la main avec des Arthur, avec des Madame Mime pour mettre les derniers dégâts quand bien même notre adversaire aurait réussi à stabiliser. Pourquoi je pense que ce deck-là fait partie des tiers 1 du format? Eh bien tout simplement parce qu'il il se place merveilleusement bien dans ce metagame, avec le recul de son prédateur qui est Humber Steel Song et la surémergence du meilleur deck du format actuel qui est Ruby Amethyst Boons. Eh bien ce deck-là, je pense qu'il a de belles choses à faire valoir, parce que son match-up contre Ruby Amethyst Boons, lui, m'a l'air tout à fait confortable. Beaucoup de lore en early game, très peu de gestion dans les versions Ruby Amethyst Boons. Une fois qu'il y a un bi-prepared qui est passé, quand bien même vous avez pu l'anticiper, normalement, il ne vous reste pas beaucoup de lore à marquer. Vous avez des cartes comme Pinocchio qui marquent vraiment très rapidement énormément de lore. On a Merlin Chèvre, pareil, qui met du lore à distance. Deck qui, à mon sens, n'est pas du tout facile à piloter. Il faut bien tourner autour des anti-bêtes de masse de l'adversaire. Mais je pense que ce deck-là est sous-coté et qu'au vu de la compréhension du méta que j'ai actuellement, ce deck-là, il vient former la fameuse trinité dont on va parler maintenant. Donc pourquoi je parle d'équilibre et de trinité? Eh bien parce que d'après moi, les 3 meilleurs decks du format que je place dans le tiers 1 sont 3 decks qui sont capables de se battre les uns les autres. Je m'explique. Je pense que le deck que je vous ai présenté dernièrement, donc Hyper Rush, est un deck qui va plutôt bien se positionner en termes de win rate contre les decks Boons Control. Et ces decks Boons Control, eux, sont venus prédater Humber Steel Song, qui était anciennement le meilleur deck, et donc les a fait un peu reculer. Humber Steel Song, lui, est un deck qui va bien défoncer les decks agressifs et notamment Hyper Rush. Et donc forcément, on a une espèce de sainte trinité qui se met en place, qui est parfaite pour l'équilibre du jeu, avec Humber Steel Song qui va battre Hyper Rush qui va battre Ruby Amethyst Boons Control, et Ruby Amethyst Boons Control qui va battre Humber Steel Song. Pour l'instant, le deck le plus dominant, c'est Ruby Amethyst, mais une fois qu'on a établi des conclusions sur le format, qu'on voit que le deck il est très présent, jusqu'à 6 copies dans les top 8, eh bien peut-être que Hyper Rush va vraiment sortir du lot, venir se poster comme étant un vrai prétendant au tiers 1 parce qu'il va battre entre guillemets le meilleur deck, et ça pourrait réintroduire mécaniquement du coup les decks Humber Steel Song. C'est la vision que j'ai moi actuellement du compétitif de l'Orcana. Je pense qu'il y a quand même eu pas mal de top de tournois, et puis j'ai un ressenti sur un nombre de games qui est assez acceptable pour avoir au moins une intuition. Attention, on n'a pas de vérité, il n'y a pas de data, on n'a pas un échantillon très très large de games qui a été recensé pour valider et établir une vérité mathématique et absolue de ce que je raconte, mais à titre indicatif, c'est un peu comme ça actuellement que je ressens le jeu.
Et donc finalement, si on a une sainte trinité qui s'est mise en place, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comment on appréhende un tournoi? Eh bien, on essaye de faire un meta call, c'est-à-dire que si on attend un peu plus de rubis améthyste, eh bien, vaut mieux jouer hyper rush. Si on attend un peu plus du coup de deck hyper rush, il va valoir mieux jouer Humber Steel Song. Donc la différence maintenant, à la fin, elle se fait sur le choix du deck, mais elle se fait aussi sur votre niveau de jeu. Parce que quand bien même vous avez un match-up négatif, ça vous empêche quand même pas, en jouant mieux que votre adversaire, de changer les mathématiques, de changer les statistiques, d'invalider un mauvais match-up et de remporter la partie. Et c'est là où l'Orcana est un très très bon jeu parce qu'on a une belle trinité, un bel équilibre de méta, mais finalement, si tu joues mieux que ton adversaire, à la fin, c'est toi qui l'emporte. Il y a plein d'autres decks qu'on aurait pu mettre dans le metagame, mais que je placerai pas à titre personnel dans le tier 1. Je pense notamment à Green Amethyst, une autre version d'un deck agressif qui se base aussi sur la boucle Mime Merlin, que je trouve très fort, qui peut être assez acceptable contre Ruby Amethyst, mais qui va assez mal se placer contre Humber Steel Song et qui, je pense, que dans une version agressive est moins bien que la version Hyper Rush que je vous ai présentée. Il y a aussi beaucoup de gens qui aiment Ruby, Saphir, Item. Moi, j'ai jamais été vraiment fan du deck. Je pense que c'est un deck qui peut plus ou moins bien se battre contre Ruby Amethyst Boons. Plus ou moins bien se battre aussi contre Humber Steel Song, probablement, mais pas avec des win rates qui sont très élevés. Mais par contre, c'est rideau fermé boutique contre n'importe quel deck agressif. À mon sens, ces decks-là vont plutôt constituer le tiers 2 du format. Ce sont des decks avec lesquels vous allez être capable de gagner un tournoi, bien évidemment, mais que vous allez, en termes de représentation, probablement beaucoup moins rencontrer que les 3 decks que j'ai cités préalablement. C'est le moment de s'intéresser un petit peu à la data sur Pixelborn. Je vous montre ça à titre indicatif parce que forcément ça a beaucoup moins de valeur que des tops de tournoi. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que sur Pixelborn, on ne connaît pas le niveau des gens qui ont participé, qui ont donc du coup mis en place l'échantillon de game qui a été relevé par la personne qui a fait la data sur Pixelborn. On ne sait pas quelle est l'implication des gens, dans quelles conditions ils ont joué leur game. Donc forcément, euh, ça a beaucoup moins de valeur qu'un top de tournoi où tout le monde est venu pour la même chose, c'est-à-dire gagner les parties. Et à la fin, ce sont les 8 meilleures listes que l'on retrouve, donc ceux qui ont eu les meilleurs résultats. Là, finalement, sur Pixelborn, si quelqu'un se décide de jouer le meilleur deck, c'est-à-dire Ruby, Amethyst, Boons, Control, mais qu'il a un niveau de jeu totalement exécrable, bah, il va faire baisser les statistiques. Donc je vous le montre à titre indicatif parce qu'elles existent, mais je pense que tout ça, c'est à prendre avec vachement plus de pincettes que des tops de tournoi. Big up du coup à Gilligabit, vous avez les liens dans la description et aussi directement ici sur le visuel qui a été mis en place par lui-même avec sa chaîne YouTube et son Twitter. C'est cette personne-là qui a compilé entre guillemets la data de la 4e semaine du chapitre 2, 4e semaine compétitive sur Pixelborn. Toutes les datas recensées ont été entre le 8 décembre et le 15 décembre et on peut voir qu'en une semaine, il y a eu 5539 games qui ont été joués. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le deck le plus joué, ben, ça a été Boons Control. Le deuxième deck le plus joué, Humber Steel Song, très classique. Ils ont différencié les versions flûte des versions non flûte. Si on additionne les deux versions, on n'est pas loin de la représentation de Boons Control. Mais Boons Control, lui, a été différencié des versions un peu plus agressives, avec des boucles Arthur et le Fou, et des versions Hyper Control qui sont restées un petit peu à l'étape du chapitre 1 et n'ont pas forcément intégré les boucles Mime et Merlin. Il y a deux autres données que j'ai envie de relever à titre indicatif pour rigoler. Eh bien, c'est que Hyper Control a un win rate de 54%, ce qui est genre giga élevé quand on voit que le win rate du meilleur deck, il est que de 49%, qui pour moi, le meilleur deck, c'est Boons Control, évidemment. Je pense que ce deck-là, il ne devrait pas du tout être à 54%, et en tout cas, en tournoi, il sera absolument pas capable d'avoir ce win rate-là. Mais peut-être que les gens qui le jouent, eux, ont un meilleur niveau que l'ensemble des gens sur Pixelborn. C'est pour ça que finalement, ces chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, c'est très compliqué. Et il y a une autre donnée qui m'amuse assez, c'est la donnée sur les mousquetaires, donc Humber Steel Mousquetaire. À chaque fois, sur Pixelborn, tous les decks mousquetaires ont toujours plus de 50% de win rate. Il doit y avoir une team, un Discord secret, des mecs qui jouent des decks mousquetaires, alors que c'est pas très puissant de jouer les mousquetaires. Et eux doivent être de très très bons joueurs, arrivent à avoir un win rate plutôt convaincant et postent tout le temps, et bien du coup plus de 50% de win rate avec un deck qui est vraiment genre tiers inconnu quoi. Et à chaque fois qu'il y a de la data sur Pixelborn, tu as toujours le deck mousquetaire qui pop à plus de 50% de win rate. Je trouve ça amusant, je sais pas du tout ce que ça raconte, je sais même pas à quoi ressemblent finalement ces decks-là, mais c'était amusant de le souligner. On voit aussi qu'il y a 23% de decks Other, donc non référencés, ce qui prouve finalement que sur Pixelborn, on est aussi là pour s'amuser, passer un bon moment, tester de nouvelles choses, ouvrir ses perspectives et peut-être, qui sait, trouver le meilleur deck à terme. Et c'est là
Où on arrive au meilleur moment de la vidéo pour vous, c'est le point exotisme, le moment où on ouvre ses perspectives, justement, on sort un peu du metagame et on va regarder quelles sont les listes qui ont réussi à performer alors qu'elles ne font pas, entre guillemets, consensus dans la communauté compétitive. On est parti tout de suite. Toutes les listes que je vous montre et tous les sites que j'aurai utilisés pour tourner cette vidéo seront référencés directement dans la description, donc vous pouvez cliquer sur les liens pour aller récupérer les decklists ou aller faire vos propres recherches, bien évidemment. Premier deck exotique, le deck Lemon Lime Hand Control de Mark Miller. Moi, c'est un deck à titre personnel que j'apprécie parce que j'ai essayé de builder ça dès la sortie du chapitre 2, pas loin d'ailleurs de cette version. Lui a réussi à faire une performance avec en tournoi, ce qui est franchement assez inattendu. Alors pour le coup, avec Amber Steel Song dans le metagame, bah, le deck n'existe tout simplement pas. Tu peux pas vider la main de ton adversaire quand pour lui, gratuitement, il peut chanter ce rêve bleu et se la refaire. Par contre, c'est vrai qu'avec beaucoup de Ruby Amethyst Boons, ce qui a été le cas récemment, peut-être que le deck peut, entre guillemets, tirer un peu son épingle du jeu. C'est un deck qui, globalement, va pas aller plus vite que les decks aggro, ne peut pas battre Amber Steel Song, mais qui peut peut-être se placer comme un bon outsider contre Ruby Amethyst Boons. La liste est, à mon sens, assez classique. Seule chose à noter, c'est la présence de Pete. Sinon, au-delà de ça, on a les meilleurs sorts de défausse, les deux meilleures couleurs associées pour jouer de la défausse. Le but étant vraiment de vider la main de l'adversaire, tout en étant capable quand même de lorer de manière assez significative. On a Finn Rider hein, qui est capable de lorer assez rapidement. On joue aussi Daisy Duck, qui est une excellente carte, qui a un bon rapport qualité-prix, entre guillemets, qui permet à la fois de rajouter pas mal de lore et de défausser la main de l'adversaire. Donc voilà, liste plutôt intéressante. Si jamais vous voulez vous amuser sur Pixelborn, vous avez la liste disponible. Deuxième deck dont il fallait qu'on parle, eh bien c'est ce deck Mufasa que je vais appeler Humber Ruby Midrange, le deck de Kurt's Peace qui a réussi à se placer deuxième lors d'un tournoi. En plus, il y a eu deux copies de ce deck-là, donc c'est pas rien, c'est que le deck est au moins fonctionnel. Pour le coup, c'est le deck qui m'intrigue le plus, dont je vais avoir le plus de mal sur le papier, de manière théorique, à établir quels sont ses match-ups favorables. Je vois en tout cas un melting pot de ce qui se fait de mieux dans les deux couleurs. Je vois les associations que moi je vous avais déjà présentées sur la chaîne avec Mergotel et Rapunzel pour piocher des cartes en blessant nos propres créatures. À côté de ça, on a la boucle Stitch parce que c'est puissant, on a le late game des decks Ruby parce que c'est puissant aussi. On a Mufasa pour, entre guillemets, essayer de tourner autour des bi-prépares de l'adversaire, même si finalement, pour vraiment tourner autour des bi-prépares de l'adversaire, bah, juste faut être préparé et ne pas mettre trop de board pour que votre adversaire ne fasse pas trop de value. Il y a des cartes qui m'intriguent avec Snow White et Ratigan. On est vraiment en total tir inconnu. On joue la lanterne pour pouvoir avoir accès à son late game plus facilement. On a beaucoup de late game pour que Mufasa soit très rentable lorsqu'il décède. Les meilleures synergies de tour 1 avec les boucles The Queen et Stitch Rockstar. Ce deck m'intrigue. Je vous le présenterai sur la chaîne évidemment. Je ne sais pas du tout quels sont ces match-up, comment il se positionne dans le metagame. Mais en tout cas, il est visuellement intriguant. Voilà. Et enfin, dernier deck dont on devait parler dans ce point exotisme, eh bien c'est le deck de Jotam Johnson, style améthyste Tempo Control, qui a remporté carrément un tournoi de l'Orcana en affrontant Ruby Amethyst Boons en finale. Donc finalement, le deck a réussi à performer même contre, à mon sens, pas forcément son meilleur match-up. Je pense que ce deck-là, il est quand même vachement mieux contre les decks plus agressifs, notamment avec la base Steel, qui va te donner accès à Grabure Sword et à Tinkerbell. Au-delà de ça, on a les bonnes idées Ursula qui ont été aussi reprises dans Ruby Amethyst Boon. Ça a l'air d'être une très bonne carte du chapitre 2, notamment pour venir accentuer ta boucle Boons et réduire la boucle Boons de l'adversaire du fait que tu sois capable d'enlever un marqueur lore de ton oppo et donc une fois que tu as stabilisé le board, de stabiliser aussi entre guillemets son accès à du lore à distance. Donc j'aime beaucoup Ursula, c'est une carte qui, je pense, est en train d'émerger un petit peu dans ce metagame au bout de 4 semaines. Et puis à côté de ça, on a du classique. Hein. On a pris ce qu'on fait de mieux en améthyste et ce qu'on fait de mieux en style. Et on en a fait un mix and twist plutôt intéressant. Isma, qui est une nouvelle très bonne carte du chapitre 2. La Beast aussi également. La boucle Tinkerbell. Toute la boucle Merlin Mime. Ce qui m'embête un peu, c'est que Madame Mime, ici, n'est pas une carte d'early game. C'est une carte de mid-late game, puisqu'on n'a pas assez de tour 1 pour la jouer fonctionnellement au tour 2. Moi, je l'aime bien au tour 2 parce qu'elle commence à lorer sans trop se faire attaquer. Et en plus de ça, elle attaque très bien pour tenir le board. Elle attaque très bien le board adverse. Bon, là, je pense que Madame Mime, elle est surtout là pour refaire des effets d'Isma et des effets d'Ursula. À côté de ça, on a une liste plutôt classique. C'est étonnant de voir ce deck-là gagner un tournoi. Peut-être que le joueur qui le pilotait était aussi très fort.
en ça que on va manquer un peu d'échantillons et qu'il faudrait que d'autres personnes se mettent à jouer ce deck-là. Mais en tout cas, la liste me paraît plutôt bien montée, plutôt cohérente et assez intéressante. Voilà, c'est la fin du point exotisme. C'était quand même important, je trouve, d'ouvrir un petit peu les perspectives et de regarder ce que les gens sont capables de faire en sortant un petit peu du metagame. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est important pour nous de mettre en place ce genre de format-là. Ça demande pas mal de temps, donc n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo-là pour lui donner de la visibilité. Et dès que j'aurai de nouvelles choses à vous raconter sur les engrenages de méta, eh bien, je n'hésiterai pas et je vous ferai un nouveau point métao. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère aussi que j'en ai pas trop perdu. J'ai essayé de rentrer en détail un petit peu sur ce qu'est le metagame et le point métao pour vous donner des clés de compréhension. J'irai probablement un peu plus à l'essentiel dans les prochains points métao. L'idée ici, c'était de pouvoir faire rentrer tout le monde, le joueur le plus casual comme le grinder le plus compétitif. Merci à tous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.